Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de temporalité. On va parler de temps, mais on ne va pas parler de n'importe quelle temporalité. On va parler de celui qu'on vit quand on est victime et celui qu'on impose quand on est justice. Deux temporalités qui ne parlent pas forcément le même langage. Le but ici n'est absolument pas de juger qui que ce soit, mais de faire comprendre, de faire sensibiliser, de valider le vécu des victimes et d'apporter de la clarté sur les décalages de cette temporalité. Je ne veux accuser qui que ce soit, mais en posant des faits et des ressentis. L'idée vraiment est de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui en France. Alors pourquoi ce sujet il est important pour moi ? Parce que je reçois trop souvent des victimes qui se sentent en décalage, qui se sentent incomprises, jugées, parfois sur leur délai de réaction aussi, et sur ce qu'il se passe lorsqu'elles ont commencé à poser un cadre, à porter plainte. Et c'est compliqué parfois. Et parfois les victimes, c'est pas qu'elles ne veulent pas parler, c'est que leur corps, leur esprit, leur sécurité intérieure ne sont tout simplement pas prêtes. Alors le but, encore une fois, c'est surtout pas de condamner, mais d'éclairer pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on entende enfin que tout ce que les délais de la justice ne peuvent pas capter. Alors, on va parler du fait de se rendre compte qu'on est victime, et parfois ça prend du temps, de sortir du déni, de déposer plainte ou non, et des délais des enquêtes. Du temps aussi des avocats, des études en fait, le temps d'étudier les dossiers, des procédures qui sont en cours, des jugements. Et suivant l'endroit où vous habitez, eh bien, ce sera aussi plus ou moins long. Et ça, on n'en parle pas. Du temps, j'en ai un tout petit peu parlé déjà, du cerveau, de l'amnésie traumatique et de tout ce que le stress post-traumatique peut engendrer également. Alors, on va commencer par parler du temps du traumatisme. Le cerveau traumatisé qui vit dans une boucle, où le temps il est absolument plus linéaire, il est complètement figé, il est gelé. Et certaines victimes, elles parlent 10 ans, 15 ans, 30 ans après. Non pas parce qu'elles ont oublié ou qu'elles ont inventé quelque chose, mais parce qu'en fait, leur cerveau s'était mis en protection. En fait, leur système de survie a mis la parole sous silence. Et c'est ce dont je vous parlais aussi dans cette histoire d'amnésie traumatique. Et le rôle du déni, de la sidération, de la confusion sont très importants. On évoque ici la notion de mémoire traumatique. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui ne va pas, mais on ne peut pas encore dire, ou pire, on dit et personne n'écoute. Et moi, quand je suis sortie du déni, quand j'ai compris ce qui s'était passé dans ma vie
et tout ce que j'avais subi, eh bien, il m'a fallu un temps avant d'intégrer tout ça. Et j'ai compris après que mon cerveau n'en était pas capable avant. Il s'était vraiment mis en protection. Et j'avais beau parler de choses, quand vraiment j'ai compris et que je suis sortie du déni et que j'ai pu être accompagnée par la gendarmerie, puis par une association d'aide aux victimes, puis par des professionnels de santé mentale, eh bien, mon cerveau, mon corps ont commencé à me faire revivre des choses, des flashbacks, des cauchemars, des grosses crises d'angoisse. Et en fait, sur le coup, on se dit: «Mais non, mais en fait, j'ai rien demandé et je veux pas vivre ça, en fait, c'est pas juste, ça y est, j'ai compris ce qui se passait dans ma vie et là, en plus, mon corps me réimpose des nouvelles choses». Et encore une fois, j'ai compris plus tard que s'il m'imposait ça, c'est parce qu'il était prêt. Il était prêt à encaisser, il était prêt à comprendre, il était prêt à avancer et il était prêt à sortir de tout ça. Et avant, j'en aurais été incapable. Et je vous rappelle que les phrases du type «Ben non, mais moi je serais partie à la première claque» ou «Moi j'aurais bien vu qu'il était toxique, alors je serais pas restée». Non, c'est bien plus compliqué que ça. Et si vous le souhaitez, dans ces cas-là, allez écouter mon épisode sur la perversion narcissique ou les personnes toxiques et sur les phénomènes d'emprise. Donc là, mon cerveau me faisait comprendre que ça y est, je pouvais avancer, je pouvais passer à autre chose. Et du coup, c'était important pour moi de faire cet épisode pour pouvoir aussi vous faire comprendre que si votre cerveau vous envoie des choses au jour d'aujourd'hui ou il y a quelque temps, et c'est affreux, hein, sincèrement, les flashbacks, les cauchemars, les nuits où tu te réveilles 3, 4, 5, 6 fois dans la nuit, c'est juste horrible. Mais c'est que ton corps, il est prêt à recevoir tout ça et il va te permettre d'avancer et de pouvoir passer à autre chose. Ça a pris du temps et c'est OK. Et ça prendra encore du temps et il faut que tu te fasses accompagner. Ne reste pas seul avec toi. Prends rendez-vous chez ton médecin traitant. Prends rendez-vous avec un spécialiste du trauma que tu as vécu. Peu importe, hein. Là, tu écoutes mon podcast qui est sur les violences conjugales, mais parfois c'est un autre trauma et dans ces cas-là, va voir une personne qui est spécialisée dans ce que tu as vécu. C'est hyper important de te faire accompagner. Ensuite, j'enchaînerai sur la temporalité de la justice, des enquêteurs et des avocats. Alors, j'en ai pris tellement conscience, c'est un truc de fou. Je suis allée porter plainte pour la première fois en juillet 2023. Le gendarme, il m'a dit « Ah non, mais là, vu ce que vous me dites, il y aura garde à vue et il y aura enquête. » Et il m'avait même dit « Même si vous ne voulez pas porter plainte, il y aura une enquête parce que les faits sont bien trop graves. » Et du coup, là, ça va être fait rapidement. Vous inquiétez pas, on va mener une enquête. Je vais envoyer tout ça au commissariat de Waldeck-Rousseau qui va s'en occuper, qui est le commissariat de Nantes, le commissariat central. Et on va envoyer ça aux bonnes personnes. Et dans ma tête, ça allait être fait dans la semaine, quoi. Et que c'était bon, j'avais porté plainte, j'étais tranquille. Sauf que, en fait, ça a pris des mois. Et là, on en est aujourd'hui, donc 2 ans après, quasiment jour pour jour, juillet 2025. J'ai porté plainte pour la 5e fois et il y en aura encore 2 autres qui suivront. Et donc c'était en automne 2024. Et on m'a rappelé par rapport à ces enquêtes et à ces plaintes il y a juste 2 semaines. Donc vous voyez, ça a pris 8 mois. Même un peu plus que 8 mois.
pour qu'on me rappelle et qu'on me repose des questions par rapport à ce que j'avais déposé dans ma plainte. C'est ce que j'explique aussi aux femmes que j'accompagne. Parce que dans notre tête, il va y avoir une enquête, ça va prendre quelques semaines, c'est bon, on a décidé de ce qu'on voulait pour le jugement, le divorce, les conclusions, etc. Ok. Pour information, j'ai donc quitté cet homme en avril 2023. Il y a eu un premier jugement au juge des affaires familiales pour décider des gardes et tout ça en juin 2024. C'était quand même un dossier qui était considéré comme urgent vu qu'il y avait des violences intrafamiliales. Donc ça a pris 1 an. Et au jour d'aujourd'hui, il y a encore 5 plaintes en cours. Et les conclusions définitives n'ont toujours pas été données. Elles ont été repoussées, que je compte. Septembre, novembre, mai, septembre. Donc elles ont été repoussées 4 fois. Nous avions donc eu un premier jugement en juin 2024. Les conclusions devaient être données en septembre 2024. Ça a été repoussé à novembre 2024, puis repoussé à mai 2025. Et il y a quelques semaines, donc, ça a été repoussé à septembre 2025. Et je ne sais pas s'il y aura un jugement en septembre 2025. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que victimes, pour avancer avec tout ça. Et je vous avoue que en mai 2025, j'étais persuadée que ce serait bon et que ça y est, on pourrait enfin passer à autre chose. Mes enfants n'attendaient que ça aussi, de se dire ça y est, le jugement arrive et on passe à autre chose. Et en une fraction de seconde, on nous envoie un mail en nous disant jugement décalé encore une fois. Et je vais vous avouer quelque chose. Eh bien, mon avocate était plus en colère que moi encore. Quand elle m'a posé la question de comment je prenais la chose, je lui ai dit, vous savez, je suis blasée en fait. Je suis en colère contre personne, je suis fatiguée, épuisée. J'ai juste envie que ça s'arrête, que justice soit faite, mais je comprends aussi, il y a sans doute pas assez de juges, pas assez d'aide administrative pour accompagner les juges. Les policiers sont pas nombreux ou suffisamment pour mener les enquêtes. Et du coup, on fait tous comme on peut. Malheureusement, c'est les victimes qui trinquent. Mais c'est comme ça, en fait. Et c'est peut-être mon rôle, moi aussi, de coach et de sophrologue, de me dire que je ne peux pas avoir de contrôle là-dessus. Donc, je ne vais pas me rendre malade encore plus, me mettre dans une colère monstrueuse qui va durer 4 mois parce que c'est décalé encore une fois. Bah non. Mais c'est pas facile. Et on fait tous comme on peut. Donc effectivement, la temporalité de la justice, des enquêtes, des avocats, elle est juste pas du tout la même que celle des victimes. Et je l'ai vu encore quand j'ai fait une interview de Madame Garros, qui est la psychologue justement du commissariat de Nantes, qui est spécialisée et vraiment dédiée à ce pôle violence conjugale dans ce commissariat de Nantes. Elle me disait que c'était ça souvent dont elle parlait avec ses patientes, parce que cette temporalité, parfois, elle est très très difficile à vivre. Et je ne vous cache pas que les premières fois, quand ça a été décalé, j'étais très en colère. Mais c'est comme ça. C'est que ça doit arriver au bon moment et que le jugement, il arrivera quand ce sera le bon moment pour mes enfants et moi-même. Du coup, en fait, la victime, ce qu'elle voudrait, c'est vraiment des faits, une structure, une logique. On veut des dates, des délais.
Et à côté de ça, la police, elle veut des preuves, elle veut de la cohérence. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ils sont sans doute pas encore suffisamment formés, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parfois le cerveau, il se met en protection. Et parfois on nous dit, mais elle n'était pas du tout cohérente, cette dame, on a l'impression qu'elle raconte n'importe quoi. Et oui, mais c'est aussi ce qu'on appelle le trauma complexe, et c'est aussi ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et le stress post-traumatique peut être comme le trauma, il peut être complexe. Et du coup, ça fait qu'en face de nous, on a des femmes qui sont ah oui, mais il y avait ça, et puis je me souviens plus, et puis c'était cette date-là. Ah mais non, mais c'était pas cette date-là. Ah mais je suis perdue. Mais en fait, c'est normal, c'est votre cerveau qui s'est mis encore une fois en protection. Et ça, il faut que les enquêteurs, les policiers, les juges, les magistrats, tous ceux qui œuvrent pour travailler sur ces dossiers des victimes puissent être formés au moins un tout petit peu à tout ça. Et c'est vraiment important. Et, je repense, là j'ai pris quelques notes où je m'étais mis ce que la victime ne peut pas dire tout de suite et parfois ce qu'on lui reprochera plus tard. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que j'ai déposé une première plainte en juillet 2023, puis j'ai redéposé une seconde plainte, enfin on en était à la 5e, mais pour les mêmes faits en 2024. Et j'ai eu ces questions de pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi vous n'avez rien dit? Eh bien parce que quand moi je suis allée porter plainte en juillet 2023, j'étais dans un déni total. Et c'est le gendarme qui m'a fait cette première prise de conscience. Et en fait, pendant 1 an, j'ai plein de flashbacks, plein de cauchemars, plein de choses qui me sont revenues, plein de faits qui me revenaient en tête et que je n'avais pas encore conscience 1 an auparavant. Et j'ai aussi libéré ma parole, j'ai parlé avec des professionnels de santé, avec des amis, et avec des femmes que j'ai retrouvées aussi, ou des copains, hommes que j'ai pu retrouver et qui m'ont posé des questions. Et du coup, ça me refaisait des flashbacks. Et je me disais, oh, mais oui, mais du coup, il y a eu ça aussi, et puis il y a eu ça, et puis c'est vrai qu'il y avait ça. Et de prendre conscience, parce que quand j'ai été prise en charge par l'association Citadelle, où on me disait, est-ce que vous êtes victime de violences physiques, madame? Et la première fois, j'ai répondu, mais non, pas du tout, j'ai jamais pris de claque de ma vie par cet homme. Et quand elle m'a expliqué ce que c'était que la violence physique, et quand après je me suis mise dans les bouquins et que j'ai interrogé des professionnels là-dessus, on m'a expliqué ce que c'était que la violence physique. Et donc, j'ai eu ce besoin viscéral de retourner porter plainte pour dire, en fait voilà, j'ai structuré ma plainte, voilà tout ce que je n'avais pas dit la première fois, tout ce qui m'est revenu en tête, et j'ai été aidée justement par des services pour structurer, pour dire voilà, c'est fait là à telle date, c'est fait là à telle date. Là, il y a eu ça. Sur les violences psychologiques, sur les violences physiques, sur les violences sexuelles, sur les violences économiques. Et j'ai donc pu tout lister. Et forcément, après, quand on m'a rappelé par rapport aux enquêtes, mais pourquoi vous n'aviez pas parlé de ça à l'époque et avez-vous le nom de quelqu'un qui pourrait confirmer que vous aviez bien vécu ça, que vous en aviez parlé, etc. Ça nous remet, ça nous replonge dedans, évidemment. Mais je sais ce que j'ai vécu. Et ça, c'est indéniable. Et je n'aurai plus à me justifier à qui que ce soit. Et encore moins face à la personne violente qui m'a fait vivre tout ça. Et il faut faire attention aussi parce que parfois, moi j'ai eu la chance de tomber sur des personnes ultra bienveillantes à chaque fois. Pour mon fils, ça n'a pas été le cas. Et je fais une petite aparté, mais si vous sentez que le professionnel face à vous n'est pas en capacité de prendre votre plainte parce que peut-être que lui il a une mauvaise journée, parce qu'il n'est pas formé aux violences, etc. Vous posez les choses en disant je reviendrai plus tard. C'est hyper important et c'est ce qu'on a fait avec mon fils. Parce que une victime par exemple qui met 8-10 ans à parler, elle va être interrogée comme si elle devait tout restituer parfaitement. Et parfois, en fait, c'est ultra violent parce que
quand ça vous revient en pleine figure au bout de 10 ans, il y a des choses, il faut un certain temps pour tout reconstituer, tout remettre bien en ordre. Et parfois, il y a des choses qu'on n'a plus et c'est OK. Mais du coup, suivant les questions qu'on nous pose, suivant la personne en face, suivant comment nous, on est aussi ce jour-là, parce que ça vient repuiser une énergie folle, eh bien, ce décalage, il peut créer une forme de double violence, si je peux appeler ça. Parce qu'on est déjà dans la violence de déposer ce qu'on avait à dire sur le trauma, la violence qu'on a vécue. Et il y a ce décalage avec le temps et du temps qu'on a mis à déposer les choses. Et puis, il y a un sacré fossé, hein, j'en parle déjà là depuis un petit moment, mais il y a un fossé entre la justice, les enquêtes et les victimes. Il y a l'horloge judiciaire qui est dans un monde parallèle, l'horloge du trauma de la victime qui est dans un autre monde parallèle, l'horloge des enquêtes qui est encore dans un autre monde parallèle. Et je pense aussi là aux avocats, et pourtant j'ai une avocate juste extraordinaire, mais parfois on m'envoie des mails en disant voilà, il s'est encore passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et on n'a aucune réponse. Et on se dit mais elle l'a eu, elle s'occupe de mon dossier ou pas? Et en fait je sais très bien qu'elle s'occupe parfaitement de mon dossier, mais je ne suis pas la seule, qu'elle aussi elle est surchargée, et que malheureusement je suis loin d'être la seule victime de violence. Et donc moi, mon dossier, sans doute, je parle pour elle peut-être, mais bon, je suis arrivée à 2 ans de traitement, donc c'est plus l'urgence. Maintenant, il va falloir attendre le jugement et il est prêt. Donc effectivement, je peux rajouter des choses au fur et à mesure, puisque on est dans un contrôle coercitif. Même quand on part, il y a toujours cet homme toxique qui souhaite être contrôlant sur la famille et sur l'ex-conjointe. Et du coup, en fait, ce que cela produit chez les victimes aussi, c'est la culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt, la honte de ne pas être crédible, mais ça tellement. Alors moi, je l'ai vécu aussi, et je le vois toutes les semaines chez les femmes que je reçois dans mon cabinet, mais clairement, elles me disent « mais on va pas me croire ». Tout le temps, j'ai cette phrase « on va pas me croire, on va pas me croire ». C'est fou quand même. Et puis, le sentiment d'être jugé à l'envers, en fait. Non pas pour ce qui s'est passé, mais pour comment est-ce qu'on le raconte et à quel moment. Et parfois, il y a même des suspicions de « mais pourquoi vous venez le raconter là comme par hasard maintenant ?» Mais parce qu'en fait, mon cerveau, il n'était pas prêt à comprendre ce qui se passait avant, à me permettre d'avancer. J'étais coincée dans ce truc, mon corps était figé, et il avait beau m'envoyer des signaux, parce que les maladies, les douleurs, les fractures, je les ai eues. Mais en fait, j'avais pas encore fait le lien. Et du coup, parfois, il y a ce sentiment de se dire, en fait, un peu comme je vais pas être crue, de il y a un truc derrière si elle veut porter plainte, alors que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça y est, il y a quand même de plus en plus de gendarmes et de policiers qui sont formés, et ils pensent pas ça. Mais nous, en tant que victimes, on a encore cette pensée-là. Et ça avancera, on va faire bouger les choses. J'espère que les ministères concernés avanceront, et on voit quand même que certaines choses avancent, mais c'est long, encore une fois, c'est très long. Alors, maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut mieux faire par rapport à tout ça? Pour les institutions, je parle à chaque fois de former, mais déjà de dire les choses aussi. Que quand on est dans l'attente en tant que victime, si par exemple le gendarme explique ou le policier explique en disant « oh, ça va aller assez vite », mais que vite pour la police, c'est 6 mois. Et en fait, ok, peut-être qu'on se prendra ça en pleine tronche au départ en disant « non mais vite, c'est 6 mois, il est sérieux ou quoi ?» Sauf qu'une fois qu'on l'aura digéré, on sait que c'est à peu près 6 mois. Et que si on nous dit
ça va prendre entre 6 mois et 1 an, mais mettez-vous dans la tête que ce sera plutôt 1 an, et ben on est préparé à tout ça. Et là, dans ces cas-là, on peut avancer, on peut digérer. Et moi, je l'explique aux femmes aussi régulièrement maintenant que je reçois, parce que quand on porte plainte, déjà, il faut, comme je disais, sortir du déni. Il faut avancer sur est-ce que je veux aller porter plainte réellement, quelles vont être les conséquences sur ma vie, sur mon corps, sur mon esprit psychologique, sur comment je vais pouvoir passer à autre chose, est-ce que ça va m'aider ou non, qu'est-ce que je vais dire dans ma plainte, bien préparer la plainte, ça prend du temps aussi. Donc c'est hyper important. Et ensuite, je leur explique que entre le moment où elles ont déposé la plainte et le moment où on va les rappeler, soit pour leur dire on aimerait avoir d'autres informations sur ce que vous avez déposé, soit pour leur dire c'est classé sans suite, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même la grande majorité des plaintes qui sont classées sans suite. Eh bien, du coup, si on leur dit ça et qu'on les prévient qu'il va y avoir entre le délai de plainte et le rappel 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, eh bien, on est préparé et on peut se dire ok, potentiellement, ça y est, j'ai déjà fait une première étape, j'ai déposé ma plainte, mais il faudra que je me replonge dedans dans 10 mois, et ben on peut se préparer à tout ça aussi. Et ça, je pense que c'est fondamental. Donc, si on forme la justice à tout ça, et ben on laisse la place à l'évolution de la parole, on crée de la sécurité émotionnelle aussi. Et ça, c'est mais tellement important. Pour les victimes, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour parler. Ta parole n'est pas moins légitime parce qu'elle arrive trop tard. Et quand on me dit « ah ben non, mais du coup, je pourrais plus porter plainte parce que c'est trop tard », eh ben moi, je dis « écris-la ta plainte ». Parce que si toi, tu en as envie et qu'au fond de ton cœur, tu as besoin d'aller porter plainte, même si le commissariat ne peut pas la prendre, eh ben écris-la. Et dépose-la dans une boîte aux lettres, sans adresse, sans rien. Mais fais ce geste et ça te permettra peut-être de passer à autre chose. Et là, maintenant, je m'adresse aux accompagnants, aux coachs, aux thérapeutes. Les psys, je ne vais pas leur apprendre normalement tout ça, mais ne pas forcer la parole. Accompagner quelqu'un qui est victime de violence, c'est offrir un espace où le rythme de la parole est respecté, où la personne que vous recevez va se sentir vraiment en sécurité, dans un lieu où elle peut parler quand elle veut, et que s'il y a quelque chose qui bloque, c'est ok et que c'est pas le moment, et qu'elle en parlera si elle le souhaite, quand elle le souhaite. Et ça, c'est hyper important. Rappelez aussi, parce que moi je trouve que c'est important, normalement c'est logique, mais encore une fois, comme la logique des policiers de 6 mois n'est pas la logique de la victime, eh bien c'est logique de dire à la cliente que vous recevez que tout ce qui est dit dans votre bureau, dans votre cabinet ou dans votre espace ne sera pas répété et ne sortira pas du bureau dans lequel vous vous situez toutes les deux. Alors du coup, pour conclure, si tu es concerné, si tu n'as pas encore parlé ou si tu l'as fait trop tard, alors évidemment que je mets d'énormes guillemets entre les deux mots trop et tard, sache que ton rythme, il est le bon. Il t'a protégé et ton corps t'a protégé, ton cerveau te protège encore. Et n'oublie jamais que ta parole aura toujours de la valeur. C'est hyper important que tu entendes ça. Tu as le droit de parler quand tu le souhaites, où tu le souhaites et à qui tu le souhaites. Et si tu as envie de te sentir moins seule, n'hésite pas à m'envoyer un message, un commentaire, une question, ou je peux aussi
prendre le temps avec toi et voir si je peux te proposer un accompagnement doux pour toi, pour te reconstruire à ton rythme, retrouver confiance. Prends le temps qu'il te faut. Je fais une petite parenthèse et ça a un rapport avec le temps. J'ai souvent des femmes qui me contactent et qui me disent voilà, j'ai été victime, je souhaiterais prendre rendez-vous. Et je leur donne un rendez-vous et parfois elles annulent le rendez-vous quelques heures avant. Et en fait, je sais que ces femmes-là, c'est que pour elles, c'était pas encore le moment, le bon moment, le moment juste. Et parfois, là, j'ai l'exemple typique. Hier, j'ai une dame qui m'envoie un message en me disant « J'ai été recommandée par telle personne pour venir vous voir, j'aimerais prendre rendez-vous. » Et je lui dis « J'ai justement un désistement demain. » Et elle me dit « C'est OK. » Donc, je lui demande ses coordonnées pour lui envoyer la confirmation, le lieu du rendez-vous, etc. Et au bout d'une heure, je reçois un texto me disant « Non, finalement, je ne pourrai pas demain, je vous recontacte. » Et je suis persuadée que cette femme, en fait, cette temporalité, elle était trop rapide pour elle. Elle ne pensait pas avoir sans doute un rendez-vous si tôt avec moi, parce que normalement, effectivement, c'était pas possible si tôt et je venais juste d'avoir un désistement. Donc, je lui propose ça et elle me dit « Mais non, finalement, je suis plus dispo. » Alors qu'elle venait de me dire qu'elle était dispo tous les après-midi, son emploi du temps lui faisait travailler le matin. Et c'est OK en fait. C'est OK de prendre le temps et je sais que cette femme peut-être me recontactera plus tard. Et on prendra le temps de discuter et on posera aussi peut-être le fait de pourquoi vous avez annulé, qu'est-ce que c'est venu chercher en vous, et on peut déposer aussi tout ça et ça c'est important. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cet épisode. Ça fait déjà plus de 30 minutes que je vous parle de cette temporalité des victimes. N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander de l'aide. À Nantes, il y a Citadelle, il y a le 3919. Je suis à votre écoute aussi, surtout si vous avez besoin. Envoyez-moi des messages, j'y réponds dès que possible. Et puis, il y a plein de super lectures, mais je mets un petit bémol à ça. Ne vous replongez pas, je le dis souvent à mes clientes, ne vous replongez pas dans plein de lectures parce que ça peut aussi générer et réactiver du stress. Donc, prenez le temps. Si c'est OK pour vous, faites-le. Mais si vous sentez que ça revient générer du stress, posez. C'est peut-être pas encore le bon moment. Et toujours écoutez votre corps. Allez, cette fois-ci, c'est terminé pour de bon. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Merci, mec. À bientôt.